Bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas ce qu'en ont pensé nos amis, mais alors moi, la peine infligée à Sarkozy, ça m'a scotché. 1 an de prison ferme. Oui, c'est surtout la condamnation à 1 an de prison ferme qui a scotché beaucoup de monde, hein, notamment dans la presse dite étrangère. Le journaliste de la Tribune de Genève a même écrit que pour lui c'était une condamnation sans preuve. Donc c'est une décision qui a provoqué effectivement des réactions un peu partout. Pourquoi D'abord parce que il y a cette condamnation à la prison ferme, dont on comprend mal l'utilité objectivement. Alors, avant toute chose, moi je tiens à dire que Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un ami. Et le mouvement dans lequel il se trouve, les Républicains, est d'une hostilité féroce à notre égard. Donc, je n'ai aucune envie d'être gentil, mais je considère que si je ne disais pas ce que je pense vraiment, je ne rendrais pas service à l'état de droit, au vrai, celui qui applique le droit, pas celui qui applique la politique. Alors, les réactions, comment elles s'expliquent? D'abord, quand on voit les attendus du jugement, les arguments, pour employer un terme les faits, technique, les faits. Non, pas les faits, c'est l'analyse des faits. On observe que les magistrats disent qu'il s'agit de faits, pour le coup, là, d'une particulière gravité, ayant été commis, et là, écoutez bien, mes amis, par un ancien président de la République qui s'est servi de son statut d'ancien président de la République, ça c'est moi qui rajoute, et de ses relations politiques et diplomatiques pour gratifier un magistrat ayant servi ses intérêts personnels. La première chose qui me dérange, c'est le fait que le tribunal fait état du statut d'ancien président de la République. Mais on n'est pas sacré président de la République à Reims. On ne ressent pas l'onction présidentielle qui serait indélébile jusqu'à la fin des jours. On a l'impression qu'on est dans une vision quasiment monarchique de la présidence de la République. Sarkozy aurait été sacré et il aurait les onctions qui continueraient à fonctionner. Les infractions qu'il a commises, à supposer qu'il les ait commises parce qu'il y a quand même un appel, rappelons-le. Et le parquet aussi. Le parquet aussi a fait appel, ça c'est normal, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais ce qui est incroyable, c'est que le tribunal fait état d'une fonction dans laquelle il n'est plus au moment des faits qu'il a commis. Et alors, les magistrats parlent de ses relations diplomatiques, mais elles n'ont abouti à rien, ces relations diplomatiques, puisque oui, Monsieur Azibert n'a pas été nommé. Donc, on est en présence d'un pacte de corruption illusoire, fantasmatique. Alors, c'est vrai que d'un point de vue juridique, il n'est pas utile que le pacte ait abouti pour que l'infraction existe. Mais là, quand même, on est en présence d'un pacte dont la preuve sur l'accord, c'est ça qui compte. À mes yeux, mais je peux me tromper, la discussion juridique n'a pas été rapportée. Les magistrats font état d'un faisceau d'indices. Et tout cela repose sur des écoutes qui, pour moi, sont illégales. Oui, parce qu'il y a le secret. Il y a le secret ce sont des écoutes entre l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, respecté par tout le monde, et son client Nicolas Sarkozy. Les juges ont considéré que circuler, il n'y avait pas de quoi s'indigner, mais quand même. Si on n'a plus, ça coûte cher. Ça a coûté une fortune, mais si on n'a plus d'endroit, s'il n'existe pas un confessionnat où on est à l'abri, dans lequel on peut parler librement avec son avocat, avec son médecin, avec son prêtre, avec son rabbin, son imam, enfin peu importe, s'il n'existe pas cet endroit protégé, mais on n'est plus en démocratie. L'une des caractéristiques des régimes totalitaires, c'est le fait qu'on n'a pas d'endroit où parler en secret. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Pologne avec des amis, après la chute du mur de Berlin, donc lorsque vraiment le communisme était loin, un jour on était en train de parler, ils ont fermé la fenêtre en plein été.
Je leur ai dit, mais pourquoi vous fermez la fenêtre? Ah, il me dit, ah, vieux réflexe. Bon, c'est vraiment une preuve que la démocratie est en danger. Bon, et du reste, même Van Ruymbeck a admis que ses écoutes étaient discutables. Bon, donc moi je considère que on est en présence d'une décision éminemment critiquable. À l'origine, il y a le parquet national financier. C'est ça. Création de Monsieur Hollande. Il aura fait beaucoup de mal, Hollande, aux libertés. Il aura fait beaucoup de mal. Mais c'est quand même une institution particulière, ce parquet national financier. C'est-à-dire Hein? C'est-à-dire Ben, elle est un peu paranoïaque. Ah oui. Bon, vous avez... D'abord, quand même, c'est tout à fait anormal que le procureur ait été autrefois dans le cabinet de Ségolène Royal. J'avais fait Ça oriente. Ça oriente, voilà. J'avais fait une proposition de loi interdisant que des magistrats puissent siéger dans des ministères. Bon, on l'a pas tenu compte, comme d'habitude, mais je trouve anormal qu'un magistrat puisse frayer dans un ministère, occuper des postes dans des ministères, et après retourner juger comme si de rien n'était. Enfin, quand même, quand on est dans le cabinet de Ségolène Royal, c'est qu'on a les mêmes idées qu'elle. Et vous trouvez d'ailleurs normal que les magistrats puissent être syndiqués? Je trouve normal qu'il y ait un syndicalisme de fonction, pour défendre la fonction. Mais je trouve tout à fait anormal qu'il y ait un syndicalisme politique. Jamais un magistrat ne devrait s'autoriser de murmurer le moindre mot politique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de neutralité. Ce qui fait qu'on a confiance dans son juge, c'est qu'il n'appartient pas à un syndicat politique. Sinon, il est forcément engagé politiquement. Et c'est bien la question qui se pose aujourd'hui, dans la crise de confiance, alors que les magistrats défendent leur statut, qui défendent leurs conditions matérielles de travail. Oui, mais avec une interdiction formelle de faire du syndicalisme politique. C'est contraire à la notion de neutralité et c'est pas bon. Mais pour revenir 30 secondes avant qu'on quitte la question sur le parquet national financier, vous vous rendez compte de Monsieur Amar, vice-procureur. Il intercepte un SMS. Écoutez bien, hein. N'ayez pas peur. Mauvaise nouvelle, lit-il. Christian bloqué à Nice, dîner reporté. C'est un message que Maître Veil envoie à Maître Herzog. Le procureur, le vice-procureur, M. Amar, a le vice de considérer que c'est un message codé. Codé. Heureusement qu'il n'a pas lu je n'apporterai pas les petits pois, parce qu'il considérerait que c'est encore une insulte sarkozienne. Bon. Et à partir de là, il soupçonne Madame Houlette d'être la top. Il faudrait quand même pas que le mortier, chapeau des magistrats, se termine par un entonnoir. Hein. Voilà. Et juste pour conclure, vous pensez quand même que Nicolas Sarkozy a des chances de se représenter en politique, tant qu'on n'a pas reçu l'extrême onction politique, on n'est pas mort. Alors, une question qui nous préoccupe tous, je pense, la laïcité. Est-ce que vous avez vu ce sondage? Les lycéens rejettent majoritairement la laïcité à la française. Oui, mais il faut quand même préciser que c'est un sondage IFOP qui a été fait à la demande de la LICRA. Ah oui, l'ICRA qu'on n'a pas entendu on n'a pas entendu beaucoup commenter ce sondage, de la même manière qu'on n'a pas entendu beaucoup la presse commenter ce sondage. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Parce que on y apprend que les lycéens ont une vision minimaliste de la laïcité et qu'il y a un clivage évident à l'examen de ce sondage avec le reste de la population. La laïcité se porte-t-elle mal? Oui, quand on lit ce sondage. Plus d'un lycéen sur deux est favorable au port de signes religieux ostensibles dans les lycées publics. Cela en dit long sur l'état du pays, soit 2 fois plus que dans l'ensemble de la population. Donc fracture générationnelle, on peut dire. Non seulement générationnelle, mais il y a une division dans la population lycéenne, avec, d'après le sondage, une victoire d'une vision islamiste. Donc ce n'est pas anodin, surtout si on tient compte des alertes qui ont été lancées par ce professeur de philosophie, M. Le Maire, dont on ne parle plus du reste. Oui. Et qui se traduit comment, cette vision islamiste?
les jeunes musulmans sont favorables à 88% au port du voile au lycée, 76% à ce qu'une loi autorise les élèves à porter un burkini dans les piscines, et ils sont plus de 80% à penser que les lois qui encadrent la place de la religion discriminent l'islam, alors que les chrétiens, eux, sont à 20%. Bon. Donc on a un vrai problème. Et j'imagine que les laïcards, vous savez, ceux qui font la chasse à la crèche, la chasse à la croix, vont s'en préoccuper. Mais apparemment, ils n'ont pas entendu parler de ce sondage. Pas encore, en tout cas. Il faut que vous sachiez aussi que dans les quartiers populaires, autre constat, des jeunes non musulmans rejoignent les opinions de leurs camarades musulmans oui, alors, sont dans les mêmes classes. Oui, ça intéresse sûrement nos amis, ça. Hein. Il y a une espèce de contagiosité, une capillarité. C'est le fait d'un mécanisme qui a été étudié par des sociologues, hein, comme Sutherland, hein, dans la théorie de l'association différentielle, ou dans la théorie de la sous-culture. Hein. Quand il y a plus de culture générale, au sens de la culture politique, de la culture patriotique, de la culture historique, de la culture identitaire, ce sont des sous-cultures qui prennent le pas, et elles peuvent avoir une pénétration idéologique et religieuse. Et c'est exactement ce qui se passe. Et des jeunes qui n'ont pas de structure se réfèrent à ces sous-structures. Parce que la famille, aujourd'hui, ne transmet plus de valeurs. Ou quand elle les transmet, elles ne sont plus transposables dans la vie de tous les jours. Il y a un divorce entre ce qu'on peut vivre dans la famille et ce qu'on peut vivre à l'extérieur. Ce sont les théories d'un sociologue qui s'appelle Watson. Et là, on se raccroche, quoi. On se raccroche à ce à quoi on peut se raccrocher. On le voit bien dans les banlieues, ce qui se passe, quoi. C'est la théorie de la sous-culture. Il y a peut-être aussi... Ce qui ne veut pas dire que la culture est infériorisée, hein, mais ce qui veut dire qu'il y a des sous-cultures dominantes qui l'emportent sur ce qu'on pourrait appeler le discours patriotique, le discours national. Et c'est vrai aussi qu'on sent cette américanisation. Moi, je cite, j'ai lu, je pense que ça intéressera les gens qui nous regardent, François Krauss, directeur du pôle politique actualité à l'IFOP, souligne une forme d'américanisation des mentalités et il précise « Les jeunes mettent davantage en avant le droit à la différence et le respect pour les minorités. » Alors ça, moi je trouve que c'est intéressant qu'on y réfléchisse ensemble, quoi. On a tellement formaté les jeunes sur le plan idéologique qu'ils voient dans la différence un droit, alors que c'est un respect. C'est un respect. Je respecte l'autre, mais je ne lui reconnais pas un droit à être autre puisqu'il l'est de fait. Dès l'instant où j'installe un droit à la différence, c'est que je n'accepte pas la différence comme un fait. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un élément de discrimination dans la démarche. Bon. Mais en même temps, quand on pose en principe le respect pour les minorités et le droit à la différence, respect pour les minorités, bien sûr, mais il ne faut pas que le respect pour les minorités aboutisse à un dédain pour les majorités. De la même manière que le droit à la différence ne doit pas se transposer par un dédain de celui qui ne serait pas collectivement différent. Et on arrive à cela avec les mouvements dits de décolonisation, les mouvements indigénistes, les mouvements qui interdisent à Mohamed Sifawi de faire une conférence ou la représentation d'une œuvre d'Eschyle, etc. Bon, voilà. Et tout cela est lié, pour faire court, à un échec des politiques éducatives. Hein. Oui, si l'école avait fait son boulot, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et vraiment, on doit s'efforcer de réfléchir tous ensemble là-dessus. Ouais. Politique éducative et puis aussi cet éternel refrain de la repentance. Ah ben alors là, le champion du monde, toute catégorie, c'est quand même Monsieur Macron, hein, qui avec l'utilisation qu'il fait du rapport de Benjamin Stora nous
nous fait un mal fou. Et puis il est allé jusqu'à reconnaître l'assassinat d'un avocat leader du FLN. Alors moi je veux bien qu'on reconnaisse les maux qui ont été commis de part et d'autre, mais de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas de guerre où d'un côté on a les tortionnaires et de l'autre les bombardeurs d'Orange. Ça n'existe pas. Donc on sait bien que M. Stora est un historien engagé, et il a toujours fait un choix en faveur du FLN. C'est un secret pour personne. Bon, il y a quelque chose qui me choque par-dessus tout dans son rapport, et c'est là, à mon avis, que se trouve tout le problème du rapport Stora. À aucun moment, il ne reconnaît que le FLN était à cette époque une organisation terroriste, qui a à son compte des exactions terroristes. Mort d'enfants, assassinat collectif, la terreur, l'horreur. On ne va pas évoquer et égrener tous les attentats commis par le FLN, mais ce sont des actes criminels et on était en guerre. Et à l'époque des faits évoqués par Benjamin Stora, notamment au sujet de cet avocat, M. Blumenthal, qui est au pouvoir à l'époque, c'est M. Guy Mollet, président du Conseil, et ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, M. Stora, il faudrait bien incriminer à ce moment-là également le pouvoir politique en place. Mais la vérité, c'est que Macron utilise, je l'ai dit, je le répète, ce rapport pour essayer de gagner un électorat. Mais en même temps, il attise les haines mémorielles. Et c'est tout à fait catastrophique pour la France et pour la paix en France et en Algérie. L'Algérie, elle, se sert de ces événements pour continuer à réclamer une réparation financière. Une réparation financière, mais surtout pour continuer à appliquer la terreur même en Algérie. On emprisonne les journalistes, aucun avenir économique ne s'offre, mais on leur vend du français, voilà. Alors, la fameuse question européenne de cette semaine, la vaccination. Oui, alors là, quel fiasco. Vraiment... Oh, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Oh ben oui, mais non, mais ce qui me permet de dire ça, c'est... les statistiques, peut-être. Non, mais c'est l'évidence. Enfin, je veux dire que quand on voit le Danemark qui se tourne en dehors de l'Union européenne, quand on voit l'Allemagne, quand on voit la Pologne, quand on voit la Hongrie, et quand on voit la France qui, elle, reste fidèle à l'Union européenne et qui n'a pu vacciner que 5% de sa population... Oui, alors que, je cite, au 2 mars 2021, Israël a administré au moins une dose à 55,6% de sa population. Voilà, bon, donc on est quand même mal placé pour se féliciter de ce que l'Union européenne, la une du courrier international, y a-t-il encore une Union européenne, quoi? Est-ce qu'elle existe encore? Bon, donc on est dans une situation qui est dramatique. L'Europe a été ponctionnée financièrement pour l'achat des vaccins, mais on n'a aucune réussite dans la livraison des vaccins. Voilà, c'est lapidaire, mais c'est une évidence. Hein. Sinon, pourquoi les autres pays de l'Union européenne se tourneraient-ils en dehors de l'Europe? Bon, en attendant, on n'a pas de vaccin, mais il faudra avoir un passeport vaccinal. Alors, on n'a pas de vaccin, on n'est pas vacciné, mais il va nous falloir un passeport vaccinal. Donc, on va nous demander de prouver qu'on est vacciné alors qu'on ne peut pas l'être. Pas belle la vie? Non, mais moi, je propose qu'on remplace Madame Ursula von der Leyen par Ubu Roi. Ubu Roi de l'Union européenne. Le seul qui délivre un passeport vaccinal à des hommes et à des femmes qui ne peuvent pas se faire vacciner. Bon, merci Gilbert sur ce bon mot. Merci et attention. À la semaine prochaine, et vous pouvez également nous suivre sur notre newsletter. Et puis aussi, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Telegram, parce qu'on ne sait jamais, par les temps de censure qui soufflent, mieux vaut être prudent.